Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo qui correspond à la séance numéro 2 du CM Analyse filmique 2 outils et concepts de l'Université Sorbonne Nouvelle, licence 1, semestre 2 2020-2021. Merci d'être ici donc pour suivre cette nouvelle vidéo d'un cours qui ne peut se dérouler que en distanciel asynchrone. Vous avez probablement pu déjà visionner la première vidéo, l'analyse d'un extrait d'une dizaine de minutes du film Casino de Martin Scorsese, voilà, qui nous fait un peu rentrer dans le vif du sujet de l'analyse du film. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une séance un peu d'introduction générale à la question de l'analyse de film. Qu'est-ce que c'est l'analyse de film? À quoi ça sert? C'est quoi l'état d'esprit? Est-ce que ça nous sera utile plus tard si on ne veut pas travailler à l'université? Bon, voilà, tout ça, j'espère y répondre dans cette petite introduction. Je vous précise un petit peu aussi l'état d'esprit par rapport peut-être à la prise de notes devant la vidéo, parce que cette vidéo-là, je n'ai pas de version écrite de ce que je vais vous dire, juste des notes, mais je ne peux pas vous les communiquer, c'est pas assez propre pour cela. Pour cette vidéo-là, vous allez devoir prendre des notes, mais j'ai envie de dire, ne prenez pas en note absolument tout ce que j'ai dit en format sténodactylo, parce que ça vous prendrait beaucoup de temps, et aussi parce que ça risque de vous alourdir la tâche au niveau de la charge de travail, alors que de toute façon, il est très clair qu'on ne va pas se diriger comme dans une année normale vers un partiel où je vais vous poser des questions pour l'évaluation de ce cours, je veux dire, où je vais vous poser des questions sur le contenu du cours. Donc c'est impossible à faire puisque vous allez être chez vous voilà, je vais pas mettre en place un dispositif de vidéosurveillance pour vous faire passer un partiel en bonne et due forme. Donc de toute façon, je vais vous demander un petit DM dans ce cours. Ce sera probablement une petite analyse de film. J'y réfléchis encore parce que vous êtes 300 théoriquement et donc ça fait très très lourd à corriger. Donc je vous préciserai un petit peu davantage les conditions de cet exercice, mais toujours est-il que pour vous, là, devant cette vidéo, pour votre prise de notes, dites-vous, écoutez et regardez attentivement, et dites-vous surtout qu'est-ce que j'ai envie de noter moi pour l'avoir sous les yeux quand je ferai une analyse de film plus tard. Parce que finalement, si je vous donne une petite analyse de film à faire pour l'évaluation de ce cours à la fin du semestre, eh bien, ce que je regarderai quand même, c'est si le cours vous a été profitable, j'ai envie de dire. Si parmi les outils et concepts, par exemple, que j'aurais développé pour vous dans ce cours, vous avez pu prendre ceux qui allaient bien servir à analyser la petite séquence que je vous donnerai à la fin du semestre, par exemple. Prenez vos notes, voilà, vraiment dans cette optique-là, en vous disant simplement qu'est-ce que j'ai envie d'avoir sous les yeux plus tard quand je pratiquerai de l'analyse de film, et pas en vous disant oh mon Dieu, le prof va nous interroger sur le contenu du cours, il faut absolument que je prenne tout, en note absolument tout ce qu'il a dit. Hein. Voilà, donc j'espère que ce sera clair pour vous. Bon, après, si évidemment il y a des choses que je dis et que vous voulez prendre en note de façon plus détaillée, vous êtes aussi libre de faire des pauses ou de revenir en arrière dans la vidéo. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On va commencer, pour l'instant je vous ai pas encore mis mon image parce que je me suis dit, on va commencer en fait avec un extrait de film immédiatement qui va nous permettre ensuite de bien illustrer en fait ce dont on va parler. Ce film s'intitule Que la bête meurt. Alors attention, meurt c'est M-E-U-R-E parce que c'est le subjonctif ici et non l'indicatif. Ne l'écrivez pas avec un T à la fin, Que la bête meurt. C'est un film réalisé par Claude Chabrol en 1969. Vous voyez ici la première image de ce film, elle est un peu floue mais elle va très rapidement devenir plus nette. Alors Claude Chabrol, c'est un des grands cinéastes de la nouvelle vague française, avec Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Éric Rohmer, etc. C'est
un cinéaste qui, peut-être contrairement à Godard ou Rivette par exemple, qui ont toujours cultivé une démarche d'auteur assez radicale et assez expérimentale, Claude Chabrol, lui, s'est rapidement tourné vers des genres populaires de cinéma, et notamment vers des thrillers, des films policiers, des drames bourgeois, autour de l'adultère par exemple. Donc il a vraiment épousé, je dirais, des thèmes du cinéma populaire, dans lesquels il a amené quelque chose qui est très précieux au cinéma, c'est un énorme talent et une très grande vision de metteur en scène. En ce sens, on pourrait dire que Claude Chabrol est un petit peu notre Alfred Hitchcock national, notre Alfred Hitchcock français, puisque à la manière d'Hitchcock, qui d'ailleurs était un modèle pour lui, Chabrol a écrit avec Romer d'ailleurs un livre sur Hitchcock avant de passer lui-même à la mise en scène, ce qui montre bien d'ailleurs aussi que la plupart des grands cinéastes à un moment donné, ont pratiqué de l'analyse de film, puisque c'était vraiment ce livre sur Hitchcock, écrit par Chabrol et par Romer, était vraiment une analyse très précise de l'œuvre d'Alfred Hitchcock. Et donc le point commun entre Chabrol et Alfred Hitchcock, bah, c'est qu'ils ont mis en scène en fait des scénarios qui sont vraiment des scénarios de genre, hein, de polar, de films noirs, voilà, de drames bourgeois, etc. Et ils ont vraiment ils les ont mis en scène avec l'idée que c'est essentiellement la mise en scène qui va construire le film, qui va construire l'expérience du film, avec l'idée que c'est essentiellement la mise en scène qui va diriger le spectateur, c'est essentiellement la mise en scène qui va créer les significations profondes associées au film. Et en cela, ils se font en fait, je crois, une très haute idée du cinéma, et ils sont très précieux quand on cherche à faire de l'analyse de film, parce que justement, ce qu'on fait quand on fait de l'analyse de film, et quand on ne veut pas justement se limiter à faire de l'analyse de scénario, c'est qu'on met vraiment au premier plan de l'attention les questions propres au cinéma, c'est-à-dire qui font que le film est un film et pas une histoire racontée dans un autre média, c'est-à-dire qu'on se concentre sur la mise en scène, le montage, excusez-moi, je reprends mon souffle, merci. La mise en scène, le montage et le rapport entre image et son. C'est-à-dire vraiment tout ce qui constitue, je dirais, le langage propre, le langage spécifique du cinéma. Je crois qu'on démarre déjà très bien dans l'analyse de film en se disant que, sans ignorer évidemment les éléments du scénario, le thème, les rapports entre les personnages, etc., l'idée de partir en se disant qu'on va essentiellement travailler sur ce que crée la mise en scène et le montage, c'est, je pense, une excellente entrée dans ce qu'on peut faire pour faire de l'analyse de film. Voilà, donc Que la bête meure, ça fait vraiment partie des meilleurs films de Claude Chabrol, qui en a réalisé une cinquantaine hein, au long d'une carrière cinématographique absolument fantastique, qui démarre en 1959 avec Le Beau Serge et qui se termine en 2009 avec Belle Amie. 50 ans de carrière, quasiment un film chaque année, très grande productivité pour Claude Chabrol, et une œuvre un peu inégale, il faut le dire, tous les films ne sont pas des chefs-d'œuvre et quelques-uns sont un peu passés dans l'oubli aujourd'hui, mais qui comportent vraiment des films extraordinaires, et notamment en cette fin des années 60 où Claude Chabrol va tourner coup sur coup plusieurs chefs-d'œuvre comme La femme infidèle, euh, Juste avant la nuit, Les Noces rouges, Le Boucher et donc Que la bête meurt. Hein. Voilà, tous ces films sont réalisés entre la fin des années 60 et le début des années 1970, et c'est vraiment un très très grand moment de créativité pour Chabrol. Que la bête meurt est un film remarquable à plein de niveaux, je vous encourage vraiment à le visionner dans son ensemble si vous le pouvez, si vous le trouvez. Je ne crois pas que vous le regretterez, mais je ne vais pas vous en parler énormément parce que en fait ce que je vous présente ici, c'est la toute première scène, c'est l'ouverture du film. La scène qui précède même le générique, donc je vous invite à la découvrir comme si vous ne saviez rien du film d'emblée, et puis évidemment ensuite on en reparle.
Voilà, et là c'est le début de l'impression des crédits du générique qui va arriver à ce moment-là. Alors cette brève séquence assez violente hein, dans ce qu'elle nous montre effectivement, euh, je voudrais vous poser d'abord une première question à laquelle vous n'allez pas pouvoir me répondre en direct, mais répondez-y pour vous. Est-ce que l'accident au moment où il s'est produit, ça a été une grande surprise pour vous? La réponse est probablement non. Vous avez senti qu'il allait se passer quelque chose entre cet enfant et cette voiture qui va trop vite. Vous avez sans doute ressenti ce qu'on pourrait appeler un effet d'anticipation. Cet effet d'anticipation, il est créé par un procédé spécifiquement cinématographique, un procédé de montage qu'on appelle le montage alterné. Le montage alterné, ça consiste à faire passer les spectateurs d'un lieu à un autre lieu en alternance pendant un certain temps pour montrer deux actions différentes. Donc d'un côté un enfant qui joue sur la plage, de l'autre une voiture qui trace le long de la route côtière. Deux actions séparées qui se déroulent dans des lieux différents, mais deux actions qui ont une influence l'une sur l'autre ou qui ont vocation à se rejoindre. C'est le propre du montage alterné que de nous procurer cette impression-là. Si on se posait la question de la production de cet effet, eh bien, on peut la poser également de la façon suivante. On pourrait se dire, imaginons qu'on ait voulu raconter la même chose, c'est-à-dire l'accident entre une voiture conduite par un chauffard qui va trop vite et un enfant qui remontait innocemment de son jeu sur la plage. On aurait pu raconter le même événement en ne montrant qu'un seul point de vue, par exemple en restant tout le temps avec l'enfant. On aurait démarré avec l'image de l'enfant sur la plage, on serait remonté avec lui, voilà, dans le grand silence, à peine troublé par le bruit du vent et des oiseaux. On serait arrivé avec lui sur la place du village, et là, d'un seul coup, la voiture aurait surgi et aurait provoqué l'accident. De la même façon, on pourrait très bien imaginer qu'on raconte le même événement, c'est-à-dire l'accident entre cette voiture qui va trop vite et cet enfant qui en est victime, en étant toujours du point de vue de la voiture et de ses occupants. Et dans ce cas, on aurait été avec eux dans la voiture, on aurait écouté la musique qu'ils écoutent, on aurait vu qu'ils allaient trop vite, on aurait vu qu'ils étaient amants puisqu'ils se caressent l'un l'autre, ce qui n'est pas prudent d'ailleurs en conduisant peut-être. Bref, et puis à un moment donné, en arrivant sur la place du village, un enfant serait apparu dans le pare-brise, surprise, et là il y aurait eu un accident auquel rien ne nous aurait préparé. Mais là, en l'occurrence, aucune de ces deux dernières solutions de montage n'a été adoptée
par le cinéaste, qui a choisi au contraire la solution du montage alterné, c'est-à-dire de nous faire en permanence sauter, nous spectateurs, entre les deux actions, l'enfant qui remonte de la plage et la voiture qui roule trop vite. De telle sorte que l'accident n'est pas une surprise. Tout nous y a préparé. Il y a eu un effet d'anticipation, on peut même dire un effet d'anticipation un peu angoissé, parce que c'est quelque chose quand même d'assez grave, qui a été produit par le film. Donc c'est un effet de suspense plutôt qu'un effet de surprise. La distinction entre le suspense et la surprise, elle est donnée justement par Alfred Hitchcock dans un grand livre d'entretien qu'il a donné à un autre cinéaste de la Nouvelle Vague, François Truffaut. Tous les cinéastes de la Nouvelle Vague admiraient beaucoup Alfred Hitchcock pour avoir réussi à s'exprimer vraiment en tant qu'artiste à travers la mise en scène dans un système très corseté qui était celui du cinéma hollywoodien classique. Et quand il expose la distinction entre suspense et surprise, Hitchcock, il l'explique de cette façon. Il dit imaginez que vous voulez raconter une scène avec deux personnages qui discutent tranquillement à la terrasse d'un café, et en fait, sous la table, il y a une bombe. Bon, et ben vous avez deux choix, en fait, d'un point de vue dramaturgique. Soit vous ne révélez pas au spectateur qu'il y a la bombe sous la table, et vous avez juste une conversation entre deux personnages qui semble très banale, par exemple, et puis d'un seul coup la bombe explose, vous provoquez un effet de surprise, pourquoi pas, parfois ça peut être intéressant. Mais Schock, lui, recommande plutôt de provoquer un effet de suspense. Il dit que c'est plus engageant pour les spectateurs vis-à-vis du film et vis-à-vis des personnages. Et l'effet de suspense, vous le créez au début de la scène, de cette scène fictive, en indiquant aux spectateurs qu'il y a une bombe sous la table, en leur montrant très clairement, en faisant un plan sur la bombe. De telle sorte qu'ensuite, quand les personnages vont être en train de tailler le bout de gras, de discuter de choses et d'autres, peut-être avec une conversation d'ailleurs volontairement pas très intéressante, les spectateurs vont être hyper impliqués parce qu'ils vont avoir envie de sauter au cou des personnages en leur disant mais arrêtez de parler tranquillement, il y a une bombe sous la table. Voilà la distinction entre suspense et surprise. Et ici, pour revenir à Que la bête meurt, à ce début de film, on peut dire que la solution du montage alterné produit un effet de suspense plutôt qu'un effet de surprise. L'accident, lorsqu'il arrive, ne nous surprend pas, au contraire, nous l'avons craint pendant quasiment toute la séquence. Donc là, ce que nous venons de faire, c'est que nous avons interrogé notre réception émotive du film. Donc nous avons d'abord pris en compte le fait que l'accident n'a pas été une surprise, que nous l'avons craint pendant toute la séquence, et ensuite nous nous sommes dit, qu'est-ce qui, dans la composition du film, a provoqué ça? Et c'est exactement ce qu'il faut faire dans l'analyse de film, en fait. C'est partir de son propre ressenti, de spectateur, on le fait de sa propre perception, de sa propre compréhension, on le fait toujours, hein, ça c'est inévitable, mais il ne faut pas s'y limiter. Il ne faut pas simplement dire j'ai eu peur pendant toute la séquence que l'accident arrive, et effectivement il arrive. Là où vous faites vraiment si vous faites ça, si vous dites juste ça, en fait, vous faites juste un témoignage de votre ressenti. Et ça, c'est pas très intéressant, à part pour vos amis peut-être. À partir du moment où vous faites vraiment de l'analyse de film, à partir du moment où, à partir de ce ressenti que vous avez eu, vous vous dites qu'est-ce qu'il a provoqué dans le film. Réponse, le montage alterné. Et à partir du moment où vous dites ce qu'il a provoqué dans le film, vous pouvez expliquer à ceux qui écoutent votre analyse ou qui la lisent, si vous l'avez écrite, quelle est l'expérience du film. À quoi l'expérience du film nous convie. Et c'est pas juste parce que vous avez ressenti ça que automatiquement les autres spectateurs vont le ressentir. Vous dites, la composition du film avec son montage alterné nous amène à ressentir un effet d'attente angoissée par rapport au trajet respectif de cette voiture d'un côté et de cet enfant de l'autre. Donc là, on est vraiment dans l'analyse de film, on est vraiment en train de décrire l'expérience du film, mais pas juste en train de faire un témoignage de notre ressenti, en train d'expliquer ce qui dans le film a provoqué ça. Ensuite, ce qu'on pourrait dire aussi sur cette séquence, je vais la remettre, c'est que d'une certaine manière, en termes de signification, l'emploi du montage alterné
ne nous donne pas vraiment l'impression d'un accident à proprement parler. Enfin, je m'explique. C'est un accident parce que la presse, le lendemain, par exemple, dans le monde de la fiction, pourra titrer accident mortel, une voiture renverse un enfant. Voilà. Ok, l'événement en lui-même est un accident. Mais le caractère accidentel de l'événement est très peu présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce que produit le montage alterné en termes de signification, c'est qu'en fait, cet accident, entre guillemets, n'est pas très accidentel. Il ne doit rien au hasard. Cet accident, cette rencontre mortelle entre la voiture et l'enfant, c'est l'expression du destin. C'est l'expression de deux trajectoires qui étaient faites pour se rencontrer. Tout est écrit d'avance pour que ça ait lieu. Donc, si l'on veut, ici, on peut aussi se dire que cette impression-là, que ce qu'on est en train d'observer, c'est le jeu du destin, comme si ces deux trajectoires avaient été programmées pour se rencontrer, et donc que ce n'est pas une sorte de pur hasard auquel on assiste. Cette signification-là, encore une fois, si on arrive à la formuler, on peut se dire, eh bien, qu'est-ce qui m'amène à penser ça? C'est le montage alterné. C'est le fait que ces deux trajectoires ont été associées dans mon esprit de spectateur par le film, qui m'a amené à considérer l'éventualité très forte que ces deux trajectoires finissent par converger de façon dramatique. En faisant cela, encore une fois, on rend justice à l'expérience du film. Et si on a envie d'étayer un petit peu cette dimension-là, l'idée du destin en marche, plutôt que l'idée de l'accident purement hasardeux, hein, on pourrait dire, eh ben on peut aussi aller chercher d'autres éléments dans le film. C'est toujours important d'étayer ce qu'on affirme face à un film avec des éléments qu'on amène comme preuve. Et cette idée que le film veut vraiment installer ici l'expression d'un destin funèbre, elle est portée notamment par des choses qui vont se passer à la fois au niveau visuel et au niveau sonore. Par exemple ici, regardez et écoutez. Ok, donc vous avez d'abord, dans tous les plans sur la voiture, un chant d'opéra. Vous avez noté que ce chant d'opéra avait des connotations assez dramatiques. En l'occurrence, ce n'est pas un opéra, pardon, je fais une erreur. Hein. C'est simplement un morceau de musique classique romantique avec du chant, mais ce n'est pas un opéra. Ce morceau, il a donc des connotations assez tragiques, assez dramatiques, assez plaintives. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup s'y connaître en musique pour pouvoir le dire. Et ce morceau, il est vraiment présent sur toutes les images de la voiture, qui ainsi est un petit peu présentée comme une sorte de corbillard. Hein. Elle est noire, elle est massive. Je vous montre un petit peu comment ça se passe, cette présentation musicale de la voiture. Hein. Au début, on est avec l'enfant, on n'a que les bruits de la nature, et puis la voiture va arriver, et elle arrive avec ce son musical. Après, je vous dis ce que c'est que ce son précisément, mais regardons comment ça se passe et regardons comment ce son transmet à la voiture qui file sur les petites routes un aspect funèbre, un aspect funéraire même quasiment, avec cette connotation du corbillard.
Alors vous avez vu, hein, c'est vraiment très net, hein. Quand on est avec l'enfant, il n'y a pas la musique. Quand on est avec la voiture, elle est présente. Elle est vraiment montrée comme la porteuse de quelque chose de funèbre et de mortuaire. Alors voilà, ce plan-là, par exemple, renforce un petit peu cet effet corbillard, hein, grosse masse noire qui avance et qui porte la mort, hein, d'une certaine façon. Alors, si je vous dis que ça porte la mort, vous pourrez me dire, là, vous interprétez beaucoup, monsieur. Bah oui, mais en même temps, qu'est-ce que c'est que ce chant qu'on entend? C'est un des quatre chants funèbres de Brahms, hein, écrit à la fin du XIXe siècle. En l'occurrence, le thème de ces chants, c'est la mort. La mort de l'être cher, la mort de l'être aimé, en l'occurrence, puisque Brahms a écrit ces quatre chants funèbres à la mort de son épouse. Alors là, vous me direz, ouais, mais pour savoir tout ça, il faut être hyper calé. Je vous dis, certes, mais en même temps, c'est facile de le devenir hyper calé, puisque dans le générique du film, le morceau musical est clairement désigné. Hein. Quatre chants sérieux de Brahms, on voit, voilà, c'est dans l'interprétation de Kathleen Ferrier au chant, et c'est très facile de googler cette œuvre musicale pour en voir par exemple les paroles qui ici sont en allemand, pour voir ce qu'elles veulent dire, pour la retrouver, la réécouter et pour lire deux, trois petites choses à son sujet. Et ainsi, vous pouvez renforcer cette impression peut-être que vous avez eue à la base sur des critères purement musicaux, sans un savoir encyclopédique autour, que ce chant, enfin que cette musique avait quelque chose de funèbre, quelque chose de tragique, portait avec elle quelque chose de tragique. Or cette musique, donc, elle est associée à la voiture, qui est ainsi désignée comme porteuse de mort. Et je reviens, donc après les différents montages alternés, je reviens sur ce plan-là que je vous avais demandé, qui arrive juste après, donc le dernier plan sur l'habitacle de la voiture, pour renvoyer à tout ce qui marque l'avancée de quelque chose qui serait de l'ordre du destin, de la destinée, et non pas quelque chose de l'ordre du pur hasard. Hein. C'est ainsi en tout cas que le film présente cette rencontre mortelle entre la voiture et l'enfant. Donc il y a le fait que la voiture avance au son des chants funèbres de Brahms. Il y a le fait également que eh bien, ce plan-là est un plan sur le cimetière de la ville. Hein, donc là, encore la connotation mortuaire est très présente. Et puis écoutez là encore ce qui se passe au niveau sonore. Si à ce stade-là, après tout ce qui a suivi, les 3 minutes de montage alterné entre la voiture d'un côté, l'enfant de l'autre, le plan sur le cimetière, les quatre chants sérieux de Brahms, et puis les cloches lugubres de l'église à côté qui sonnent comme si c'était l'heure d'une condamnation quelconque, l'heure du jugement dernier, et si avec tout ça vous n'avez pas compris que le l'enfant au centre de l'image, désigné ainsi, est la victime de quelque chose qui va se produire très bientôt et qui est déjà écrit, hein, déjà programmé, alors il faut vous poser des questions. Mais donc je pense que vous l'avez compris de toute façon, vous l'avez compris intuitivement, et le boulot de l'analyse de film, en fait, ça va être de le dire avec des mots. Hein. C'est-à-dire de traduire en fait l'expérience à laquelle le film nous convie dans le langage verbal. Hein. Chabrol, lui, il a fait son film avec des images et des sons. Il veut nous communiquer certaines choses et nous, on essaye de retrouver ces choses-là qu'il veut nous communiquer à partir de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a compris pendant la projection. Et on se pose donc la question, comment le film a été composé pour nous faire comprendre et nous faire ressentir ça, nous faire ressentir cet effet d'anticipation et de suspense, et nous faire éprouver, comprendre l'idée que c'était là la marque du destin et pas celle du pur hasard. Et en faisant ça, en fait, on se pose la question, évidemment, du geste créatif. L'analyse de film, c'est toujours un questionnement sur le geste créatif au cinéma, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de questionner, en fait, les choix artistiques qui ont été faits, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, pour raconter cette histoire de la rencontre mortelle entre la voiture et l'enfant, on aurait très bien pu filmer ça différemment, monter ça différemment, on aurait produit d'autres choses,
on aurait fait comprendre d'autres choses, on aurait produit d'autres effets. Là, on se pose la question de ce qui a été produit dans ce film-là, à travers les choix qui ont été faits. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'analyse de film vise à se mettre dans la tête du réalisateur ou des concepteurs du film. On n'a jamais ce but-là, pour des raisons que je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo, notamment sur le rapport entre l'analyse de film et la subjectivité de l'auteur. Mais pour faire simple, non seulement un film, la signification d'un film n'est pas réductible à ce que l'auteur avait dans la tête, elle peut être beaucoup plus étendue que ça. L'auteur lui-même, le réalisateur lui-même, il a fait un film pour s'exprimer, parce que c'était son moyen d'expression. Il n'a peut-être même pas la capacité lui-même de dire avec des mots ce qu'il a voulu faire, il l'a fait. Et nous, notre job, justement, c'est de revenir un petit peu à ce geste créatif et de le formuler avec des mots. Et ce faisant, ce que nous faisons, c'est que nous posons des questions sur le geste créatif, mais voilà, qui n'ont pas vocation à se substituer à une éventuelle parole du cinéaste, qui n'ont pas vocation à révéler ce qu'il avait dans la tête au moment où il tournait. Tout ça, ça nous est inconnu, ou en tout cas étranger. Ce qu'on cherche à faire, ce à quoi on a affaire, nous, c'est au film lui-même, à son fonctionnement, et on cherche à décrire et à expliquer et à interpréter le fonctionnement du film. Et donc ça n'empêche pas de revenir un petit peu sur le geste créatif lui-même. Et là, par exemple, ce qu'on peut dire par rapport au geste créatif de Chabrol ici, c'est qu'il y a un côté un peu sadique. Je ne dis pas ça de manière péjorative, je veux dire, on est dans le cadre du film de genre et on aime aussi, nous, spectateurs, que les réalisateurs de films criminels, par exemple de thrillers, soient un peu sadiques avec nous. Mais il y a un côté un petit peu sadique à créer un tel effet d'anticipation avec un événement aussi dramatique que la mort d'un enfant. Et donc l'analyse de film, c'est aussi une façon de nous permettre d'interroger, de questionner le geste créatif également, pas seulement en termes d'effet, de signification qu'il produit, mais également en termes de vision du monde qu'il incorpore. C'est-à-dire, par exemple, ici, l'idée que la mort d'un enfant, c'est avant tout un argument pour prendre au triple spectateur et provoquer en lui, par exemple, un effet d'indignation, ce qui sera très utile pour la suite du film, parce que, en fait, ce que la suite du film va raconter, c'est la quête du père de cet enfant, qui est en deuil et qui cherche absolument à se venger. Il va essayer de retrouver le meurtrier de son enfant, c'est-à-dire le conducteur de la voiture, et il va avoir un vrai dilemme moral, parce que cet homme-là, c'est un homme normal, pas un homme violent à la base, et il va se dire, lorsque j'aurai retrouvé le meurtrier de mon enfant, est-ce que je serai capable de le tuer ? Peut-être que c'est quelqu'un de bien qui a simplement fait une erreur ce jour-là dans sa vie. Peut-être qu'il a une famille, peut-être qu'il a des gens qu'il aime, etc. Est-ce que moi, je serais capable de mettre vraiment à exécution mon désir de vengeance, et il va découvrir, une fois qu'il aura trouvé cet homme qui est le chauffard, que cet homme a une nature, un caractère tout à fait particulier. Et là, voilà, je vous dis ça pour vous donner envie de voir le film qui propose vraiment une quête morale extrêmement intéressante pour son protagoniste principal, qui est donc le père de cet enfant. Et donc en ayant fait tout ça, finalement, c'est-à-dire en ayant décrit l'effet d'anticipation du film, que ce début de film nous avait produit, en ayant émis l'idée que le film vraiment mettait en avant l'idée du destin dans la rencontre mortelle entre la voiture et l'enfant et pas du hasard, en étant revenu sur le geste créatif et en ayant souligné son relatif sadisme dans ce que Hitchcock appelait lui-même la direction de spectateur, eh bien, on a aussi, à partir du film, interrogé le cinéma lui-même, dans sa spécificité expressive, et notamment le montage alterné, c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique au cinéma. On ne retrouve le montage alterné dans aucun autre médium qui raconte des histoires. En littérature, on pourrait trouver des équivalents, mais ce serait quand même très lourd. Il faudrait imaginer un roman qui dit « maintenant l'enfant remonte » et la voiture continue à rouler. Vous voyez, en littérature, ça ne marcherait pas très bien. Le média qui pourrait peut-être se rapprocher de l'équivalent du montage alterné, c'est
la bande dessinée, mais dans la bande dessinée, parce qu'on pourrait avoir une case sur le trajet de l'enfant, une case sur le trajet de la voiture, et ainsi de suite, jusqu'à la rencontre mortelle entre les deux, mais dans la bande dessinée, on a quand même toujours l'ensemble de la page, de la planche, comme on dit, sous les yeux, et pas juste une case en particulier. On a toutes les autres cases dans notre champ visuel. Alors qu'au cinéma, on est vraiment totalement avec l'enfant dans le plan A, totalement avec la voiture dans le plan B, totalement avec l'enfant dans le plan C, totalement avec la voiture dans le plan D, et ainsi de suite. Et donc, finalement, que ce soit dans la façon dont on a décrit l'effet de cette séquence, dans la façon dont on a produit sa signification, dont on a décrit sa signification, celle du destin en marche, et dans la façon dont on s'est interrogé sur le geste créatif, qui est un geste assez sadique, eh bien, on a à chaque fois mis en jeu une spécificité expressive du cinéma, qui est le montage alterné. On a vraiment posé une question de création cinématographique, ce qui fait que d'une certaine façon, l'analyse de ce début de film de Que la bête meurt peut aussi nous conduire à dire des choses, non seulement sur le film lui-même, mais également sur le cinéma en général, à partir du moment où il mobilise ce qu'on appelle le montage alterné. Voilà ce qu'on peut dire pour cette séquence. Je vais à présent enlever cette image et puis je vais réafficher parce que ce sera quand même un petit peu plus un petit peu moins aride pour vous. Voilà, normalement ça va fonctionner. La caméra, vous allez me voir en petite vignette pour quelques généralités introductives donc sur la question de l'analyse de film. D'abord, ce que je voudrais vous proposer, c'est une forme de définition modeste. Hein, je veux pas, c'est pas une définition définitive, mais c'est, je dirais, quelques lignes pour vraiment se mettre d'accord sur ce qu'est fondamentalement l'analyse de film. Donc, je vous l'ai noté ici. Hein, l'analyse de film peut se comprendre comme la production d'un discours explicatif, argumenté et étayé qui vise à approfondir notre connaissance et notre compréhension d'un film ou d'une séquence en l'accompagnant dans la production de ses effets et de ses significations. Moi, je pense que ce qu'on peut souligner d'emblée dans cette définition, vous allez peut-être vouloir la noter celle-là pour l'avoir toujours sous les yeux, et dans ce cas, vous faites une petite pause dans cette vidéo, mais je n'ai pas besoin de la faire moi, puisqu'on est à distance. Ce qu'on peut noter dans d'emblée dans cette définition, c'est l'idée d'argumenter et étayer. Hein, c'est-à-dire que l'analyse de film n'est pas une science exacte. La plupart du temps, il n'y a pas une vérité absolue. Il y a, comme je vous disais à propos de Casino et de certaines analyses que je faisais, il y a des contenus de discours qui sont plus ou moins convaincants, qui fonctionnent plus ou moins avec le film, qui lui sont plus ou moins adaptés, qui l'enrichissent véritablement. Puis il y en a d'autres parfois, on se dit, et ça nous est tous arrivé un jour, de lire des analyses ou d'écouter des analyses en se disant non là l'auteur va trop loin, je trouve qu'il fait dire au film des choses que le film ne dit pas, etc. Et ça peut peut-être vous arriver par rapport à des analyses que je vais faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un des grands critères de validité d'une analyse, c'est de ne pas asséner les choses comme s'il fallait vous croire sur parole, mais de toujours les argumenter et les étayer. Donc notamment, ça passe par une bonne description de ce que le film, de la manière dont le film est composé. C'est-à-dire à la fois de ce qu'il montre, de ce qu'il raconte, bien sûr, mais aussi de l'emplacement de la caméra, de l'angle de prise de vue, du choix de la distance focale, des choix de montage, du mouvement de caméra, voilà, de tout ce qui compose, en fait, la matière expressive du cinéma, de la manière dont elle est utilisée dans la séquence. L'idée, ce n'est pas de dire que l'interprétation à laquelle on arrive à la fin est l'unique interprétation qui doit exister, il peut en exister d'autres, notamment pour certains films où les choses sont très ouvertes. L'idée, c'est que l'interprétation qu'on produise fasse que les gens qui la lisent ou qui l'écoutent se disent « Ah, ok, je vois le truc, c'est bien expliqué, c'est bien argumenté, c'est bien étayé ». Donc c'est ce que j'essaye de faire, j'espère que vous me ferez la politesse de m'accorder que c'est plutôt satisfaisant à ce niveau-là, mais en tout cas c'est ce qu'il faut toujours essayer de faire quand on produit une analyse de film, c'est-à-dire vraiment permettre aux lecteurs de cette analyse ou aux auditeurs de cette analyse de faire vraiment le chemin avec vous, leur dire si je vous amène
vers cette idée-là par rapport au film, c'est parce qu'on a tel ou tel élément qui nous permet de le dire. Voilà. Et l'autre point qu'on peut déjà souligner aussi, c'est l'idée d'accompagner le film dans la production de ses effets et de ses significations. Alors attention, euh, accompagner ne veut pas dire paraphraser. Il y a parfois, on lit des analyses d'étudiants notamment, qui se contentent en fait, enfin qui semblent nous décrire le film comme si on l'avait pas vu, alors que nous, on cherche quand même à aller un petit peu plus loin, hein, justement, dans l'analyse. Donc le but, c'est d'accompagner le film, donc ça ne veut pas dire le paraphraser, ça veut dire être adapté à lui. Ça veut dire essayer de rendre compte de la manière la plus juste possible de l'expérience singulière que le film propose, à partir de la façon dont il est composé. Je crois qu'une des qualités principales pour faire de l'analyse de film, c'est la capacité de s'adapter à chaque film. Et chaque film est différent et on peut avoir des propositions filmiques qui sont très différentes les unes des autres. On peut avoir du cinéma très classique, on peut avoir du film de genre, on peut avoir du cinéma moderniste, on peut avoir du cinéma expérimental, on peut avoir du cinéma qui va très lentement ou du cinéma qui va très rapidement, du cinéma très spectaculaire ou du cinéma très sobre. Il n'y a pas de cinéma intrinsèquement supérieur aux autres, mais c'est clair qu'on ne va pas analyser de la même façon un film comme Casino dans lequel tout s'enchaîne, une vitesse extraordinaire, dans lequel il y a des événements formels en permanence, etc. Et un film, par exemple, d'auteur très contemplatif, qui travaille beaucoup sur le temps long, sur l'expérience du temps long, avec uniquement des plans de caméra fixes, etc. Vous voyez très bien que si on adaptait les mêmes critères pour analyser ces deux films, il y en aurait forcément un auquel on ne rendrait pas justice. Hein. Donc je dirais que la première chose à faire quand on veut analyser un film, c'est vraiment essayer de s'accorder à l'expérience au projet artistique et à l'expérience esthétique que le film nous propose. C'est donc aussi, ça c'est peut-être quelque chose d'important à noter, l'analyse de film, ce n'est pas un exercice froid, uniquement scolaire, on n'est pas en train de disséquer le film comme une espèce de cadavre dans un laboratoire de biologie. Hein. Le film est un organisme vivant d'une certaine façon, c'est le film en fonctionnement qu'on analyse. Hein. Parfois on peut faire des arrêts sur image pour analyser vraiment une image par exemple, un peu plus en profondeur pour avoir le temps de le faire. Mais au fond, c'est toujours le film en fonctionnement, avec le son, avec le mouvement, avec le montage, que nous analysons. Et c'est un objet chaud. Hein, le film, c'est un objet qui nous implique aussi émotionnellement, psychologiquement, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il montre, etc. Et on cherche voilà, à revenir à la source de ce qui, dans le film, provoque en nous, les effets qu'il provoque ou les significations qu'il provoque. On cherche à mettre des mots là-dessus, et ça, c'est quelque chose qui est très important, je crois, parce que plus on le fait, en fait, eh bien, mieux on comprend le cinéma en tant que outil d'expression, en tant qu'art. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la majorité des grands cinéastes ont été des analystes de films à un moment donné. Ils n'ont pas forcément été tous à l'université, certains ne sont pas passés par l'université, et on n'a pas besoin forcément de l'université pour ça. Mais des gens qui veulent faire du cinéma plus tard, il faut qu'à un moment donné, ils se posent devant des films et qu'ils essayent vraiment de se rendre compte de la manière dont le film est composé, des effets que cette composition entraîne, des significations que cette composition entraîne, qu'ils essayent vraiment d'approfondir pourquoi le film a sur eux un tel effet. Et pour ce faire, il faut aussi se donner le luxe de voir et de revoir les films. À notre époque où on a une grande suroffre en termes de cinéma, notamment parce que je pense que la plupart d'entre vous savent comment regarder du streaming illégal ou télécharger de manière illégale les films. On est dans une période de très grand bouleversement par rapport à ça, parce que d'une certaine façon, on peut se dire qu'on peut regarder un film différent par jour jusqu'à la fin de nos jours sans jamais en revoir un. Je crois que si on veut travailler dans le cinéma, si on veut plus tard s'exprimer personnellement dans le cinéma, il faut vraiment se donner le luxe de voir et de revoir, et même parfois de multiples fois, certains films ou certaines séquences de films. Parce qu'il faut vraiment les voir et les revoir pour arriver à percer, je dirais, leur secret, si l'on veut.
Et la première vision est toujours une vision de découverte, c'est une vision dans laquelle on va éprouver des choses, on va ressentir des choses, on va comprendre intuitivement certaines choses, mais sans les formuler. Si on veut passer vraiment au moment où on peut formuler la manière dont le film fonctionne dans une analyse, il faut arriver à visionner plusieurs fois, évidemment, et de manière très, très attentive. Ça sert aussi à voilà, approfondir notre connaissance et notre compréhension, pas seulement du film qu'on analyse, mais également du cinéma en général, en tant qu'art, en tant que langage, en tant que l'outil expressif. Et c'est très utile quand on veut travailler dans le cinéma de savoir faire ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand on le fait plusieurs fois, on finit par acquérir un vrai regard analytique. Un regard analytique qui d'ailleurs, il faut bien le préciser, n'est pas un regard qui nous coupe de l'émotion. Il ne faut surtout pas penser que on va perdre le plaisir simple et ingénu des spectateurs à partir du moment où on acquiert et on approfondit notre regard analytique sur les films. Moi, je dirais que c'est même l'inverse et qu'un film qu'on a appris à analyser, on apprend à encore mieux l'aimer parce que non seulement on l'aime comme on l'aime la première fois qu'on l'a vu, intuitivement, j'ai envie de dire, mais en plus on l'aime en comprenant pourquoi on l'aime tant, en comprenant ce qu'il a réussi, ce film. Et ça, à mon avis, ça n'enlève pas du tout de l'émotion. Ça renforce, au contraire, l'émotion. Moi, il y a des séquences qui m'émeuvent encore aux larmes parfois, que je peux présenter, des très très belles séquences de cinéma, que je peux présenter, que j'ai pu présenter dans des cours des dizaines de fois. On pourrait dire qu'au bout d'un moment, elles ne me font plus rien. Mais comme je les présente toujours avec le regard analytique et que je suis toujours ému par la beauté en art, eh bien finalement ces séquences fonctionnent toujours très bien avec moi. Alors je prends mon exemple personnel ici, mais en tout cas, je vous souhaite de vous rendre compte de vraiment de la vérité de cette assertion que le regard analytique ne retranche pas derrière une sorte d'attitude très scolaire, voilà, comme on pourrait avoir un peu le cliché de l'analyse, ne retranche pas le plaisir des spectateurs, le plaisir simple de spectateur, au contraire, il l'amplifie. Et c'est très utile d'acquérir ce regard analytique pour nous, hein, pas seulement pour avoir des bonnes notes dans les cours d'analyse de film à la Sorbonne Nouvelle, mais aussi pour notre vie de spectateur de cinéma et pour notre vie éventuellement de professionnel de cinéma. Et parce qu'il y a une chose peut-être qu'on mesure mal quand on n'est pas encore dans le milieu professionnel du cinéma, mais c'est à quel point la faculté de passer au discours analytique sur un film est précieuse dans ce milieu professionnel. Si vous allez par exemple au Festival de Cannes, qui est un endroit où énormément de professionnels de cinéma se regroupent, et où donc énormément de choses se passent, énormément d'associations se contractent par exemple. Des gens se rencontrent, décident de collaborer ensemble prochainement sur un projet, entre producteurs, réalisateurs, chefs opérateurs, comédiens, attachés de presse, enfin bon, voilà, toutes les professions du cinéma peuvent se côtoyer. Mais comme elle pourrait le faire dans une soirée sur Paris. Enfin, je veux dire, je parle ici en fait des occurrences sociales dans lesquelles les professionnels du cinéma ne sont pas en train de discuter de choses très concrètes liées à leur métier, mais sont en train de communiquer des impressions face à des films. Et le Festival de Cannes est un moment très, par exemple, très, très important pour ça, ou n'importe quel festival, parce que on y va pas seulement pour rencontrer des gens, on y va pour voir des films. Et la plupart du temps, les conversations entre des professionnels qui ne se connaissent pas, mais qui vont apprendre à se connaître, vont tourner autour du film qu'ils ont vu. Et si le film que vous venez de voir, vous êtes capable d'en parler, pas seulement avec j'aime, j'aime pas, ça m'a ému, j'ai trouvé ça angoissant, etc., mais aussi en disant, en stipulant ce qui, dans la composition du film, précisément, vous a amené à ces états d'âme, en ayant une vraie hauteur de vue sur le geste créatif du film. Évidemment pas de façon hyper précise, parce que là c'est pas une situation où vous pouvez voir et revoir, hein. Mais si vous pouvez dégager de la manière dont le film est composé certaines choses dans le discours que vous allez tenir ensuite sur le film auprès des gens qui vous entourent, vous allez aussi montrer votre compétence, votre finesse de vue, voilà, votre capacité à prendre du recul, votre capacité à expliquer
en fait des choses élémentaires sur la composition d'un film. Et même si ça se fait spontanément avec un verre à la main sur la plage d'un grand hôtel pendant le festival de Cannes, et ben c'est quelque chose qui est quand même précieux, hein. Et alors, bon, là, je vous ai donné évidemment cette situation un peu archétypale du festival de Cannes, le cocktail, etc. Vous comprenez que bon, c'est un peu excessif, hein, c'est presque un peu humoristique, et que c'est dans toutes les occurrences aussi de la vie professionnelle dans le cinéma, mais que vous soyez en train de faire du cinéma vous-même, que vous soyez en train de vouloir faire vivre le cinéma, que vous soyez critique, que vous travaillez dans une institution qui programme des films, cette compétence de pouvoir passer à certains moments à un discours analytique sur le film, elle est hyper précieuse, quel que soit le parcours que vous voulez avoir plus tard dans le milieu du cinéma. Parce que dites-vous bien que parler des films, c'est à la portée de tout le monde. Tous les spectateurs qui vont voir des films, même des spectateurs qui n'ont jamais rien lu sur le cinéma, qui n'ont aucune idée de qui réalise le film, etc., sont capables de dire des choses sur le film, sont capables de dire s'ils ont aimé tel personnage, s'ils ont aimé le film, si le film leur a produit tel effet, etc. Produire un vrai discours analytique qui prend vraiment en compte la composition du film et qui explique vraiment son fonctionnement, ça c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est ce à quoi servent les cours d'analyse de film à la fac. Donc ne les voyez surtout pas comme, je dirais, un exercice scolaire qui va vous servir uniquement pendant le temps de votre passage à l'université et qui n'a aucun rapport avec la vie professionnelle du cinéma ensuite. Évidemment, dans la vie professionnelle du cinéma ensuite, jamais personne ne va vous demander, ou quasiment jamais, de rendre une analyse de film en 4 pages avec un interligne 1,5, etc. Ça peut arriver quand même si vous êtes critique, si vous écrivez sur les films, etc. Mais si vous travaillez dans le cinéma, vous n'aurez pas à faire ça, évidemment. Le côté très formaliste de l'exercice à l'université, lui, ne sera plus présent. Mais le regard analytique, lui, et la capacité à verbaliser des choses que le film fait et la manière dont le film est composé, à traduire en quelque sorte l'expérience du film dans le langage verbal, ça, cette capacité-là, vous en aurez besoin dans des moments voilà, ponctuels de votre expérience professionnelle future. Et dans le discours en fait que comporte le discours analytique, ce discours explicatif, argumenté et étayé, il faut donc, comme je vous disais tout à l'heure, que ce ne soit pas un simple relevé d'impression, c'est-à-dire que ce discours soit universalisable. Autrement dit, que vous ne soyez pas simplement en train de décrire ce que vous avez ressenti ou compris devant le film, mais que vous assumez que votre discours explicatif sur le film décrit ce que tout à chacun peut ressentir ou comprendre devant le film à partir des éléments de composition de ce dernier que vous amenez à l'appui de votre démonstration. Donc il y a un côté universalisable dans votre discours qui n'est pas là pour dire que votre discours est définitif sur le film, qui n'est pas là pour fermer la porte à d'autres interprétations. Un film peut être quelque chose de très polysémique, il peut y avoir différents types d'analyses, différents types d'interprétations, mais qui est là pour dire, on revendique pour le discours d'analyse un côté universel dans le sens où quiconque a en main les éléments qu'on lui met sous le nez dans le discours peut arriver à la même interprétation que nous. Et donc, ça veut dire aussi que ce discours explicatif, argumenté, étayé, ce discours analytique, il doit être exploitable par les autres. Il ne doit pas être uniquement là pour vous ou pour vos amis. Quiconque vous lit, quiconque vous entend, doit pouvoir refaire le chemin intellectuel et sensible qui vous a mené à la production de votre discours analytique à partir du film ou des extraits de films que vous lui montrez. Et donc ça passe, rendre son discours à la fois universalisable et exploitable par les autres, ça passe par une bonne attention à l'étape de la description, bien décrire le film et la manière dont il est composé. Et ça amène aussi à l'idée qu'à chaque fois qu'on produit une interprétation, eh bien on a amené, je dirais, tous les éléments de preuve qui vont dans le sens de cette interprétation. On ne la sort pas de notre chapeau, l'interprétation, si vous voulez. Ça arrive parfois un petit peu dans le domaine de la critique. Je ne dis pas ça de manière péjorative, parce que la critique de film n'est pas tout à fait la même chose que l'analyse de film, même si les deux domaines peuvent évidemment se rencontrer, et qu'à mon avis, avoir fait de l'analyse de film, ça sert énormément à devenir un bon critique.
Mais parfois, les critiques de cinéma, on leur dit, tu nous fais une critique en 2 paragraphes dans telle publication, ok, bon. Du coup, ils n'ont pas vraiment la place, par exemple, pour étayer tout ce qu'ils disent, et donc ils peuvent balancer un peu des choses, asséner un peu des choses en disant ce film est en fait un film sur autre chose que ce dont il semble parler. Bon, voilà, ils nous disent ça, et bon, on est un peu là, oui, d'accord, on va bien voir. Bon, avec l'analyse de film, où en général, on a quand même le temps ou la place pour amener les éléments de preuve, il faut les amener pour que notre interprétation, elle puisse être discutée, hein, on puisse dire, elle puisse être éventuellement contestée, on est toujours dans le débat, mais qu'en tout cas, on puisse comprendre ce qui amène à cette interprétation. Et quand je dis interprétation, je ne veux pas forcément dire, ça c'est un point important, je ne veux pas forcément dire toujours sens caché. Il y a une espèce de mythologie de l'interprétation qui vient beaucoup de l'interprétation, enfin de la démarche d'analyse des textes littéraires tels qu'on l'enseigne au lycée. L'idée que, en fait, en analysant un texte, on lui ferait en quelque sorte cracher son sens caché qu'il dissimulait. Voilà, on l'a décrypté, on a fait émerger quelque chose qui n'était pas du tout là dans un premier temps, et puis bah, voilà, on l'amène sous les yeux de nos lecteurs. Ça peut fonctionner avec certaines séquences. Il n'y a pas de souci. Quand dans Casino, par exemple, je vous parle du fondu enchaîné entre le visage de Robert De Niro dans le plan A et dans le plan B, un dé qui tombe sur une table. Là, il y a un moment quand même, il faut passer à l'interprétation d'un sens caché, c'est-à-dire un sens qui n'est ni dans l'image numéro 1, ni dans l'image numéro 2. Et ce sens caché, c'est Robert De Niro, le personnage filmé dans le plan A envie de flamber, il a envie de jouer, il a envie de risquer des choses. C'est ce qui est symbolisé par le dé qui tombe dans le plan B. Et le fondu enchaîné qui relie les deux ne laisse aucun doute sur la... Voilà, là, il y a vraiment un sens caché qu'il faut aller chercher. Si on le rate, là, c'est un petit peu un problème. Mais la plupart des séquences de cinéma ne fonctionnent pas vraiment comme ça. Pas de manière aussi symboliste, pour nous conduire vers vers une sorte de décryptage d'un sens caché. Ce qui compte, en fait, dans l'analyse de film, quand je parle de l'interprétation, c'est surtout une traduction. C'est vraiment l'interprétation au sens premier du terme, comme on est un interprète d'une langue vers une autre, du français vers l'anglais, par exemple. Le film est dans une langue qui est image et son, hein, qu'on reçoit, et nous, on traduit l'expérience du film dans langage verbal, écrit ou oral. Okay, et donc, l'interprétation du film, dans ce sens-là, c'est plutôt rendre compte le mieux possible de l'expérience que le film produit, à travers la façon dont il est composé, à travers la façon dont on l'a décrit. Traduire en mots, en fait, ce que le film provoque chez ses spectateurs, et le traduire, c'est l'interpréter. C'est l'interpréter. Et parfois, ça nous amène à réfléchir plus loin que le film. Ça nous amène, par exemple, à réfléchir sur le cinéma en général. Par exemple, la portée du montage alterné avec Que la bête meurt, avec l'exemple de Que la bête meurt. Ou la société en général. Par exemple, on a vu que Casino était un film qui nous a amené à réfléchir sur le lien entre l'affect amoureux, ou plutôt la façon dont on peut vivre l'amour dans un monde corrompu par l'argent. Hein. Bon, ça c'est une interprétation, hein, c'est jamais dit tel quel dans le film. Il a fallu le faire dire d'une certaine façon au film. Je crois que ça lui correspond, et je crois qu'en disant cela, en fait, on a surtout traduit ce que le film nous fait comprendre intuitivement dans son langage d'image et de son. On l'a traduit dans le langage verbal pour les gens qui nous écoutent ou qui nous lisent. Donc, il n'y a pas de méthode générale pour analyser tous les films. Chaque film commande sa propre méthode. Ça, c'est, je crois, très important. Il faut s'adapter à chaque film. C'est important aussi de vous le dire parce que c'est vrai qu'au premier semestre de la L1, on fait un peu des gammes en termes d'analyse de film. On fait vraiment du B à bas. Alors, on va faire une grille, on va analyser chaque plan, on va dire ça c'est un gros plan, ça c'est un plan d'ensemble, ça c'est un mouvement de caméra, ça c'est un zoom, etc., etc. Bon, il est évident que faire ça, ça va toujours servir. Mais le plus important, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de nous accorder au projet artistique de chaque film et d'essayer de le comprendre et de l'accompagner. Et donc, voilà, des films peuvent être composés de manière très diverse et donc peuvent donner lieu à des analyses très diverses sur des critères très divers.
L'analyse de film, c'est toujours donc une façon de réfléchir sur le cinéma en général, mais aussi de réfléchir sur le monde, de réfléchir sur l'existence humaine, puisque les films finalement racontent des choses qui sont voilà, des histoires. La plupart des films de fiction racontent des histoires qui arrivent à des personnages humains et qui nous permettent de réfléchir au-delà de ce qui arrive aux personnages, qui nous permettent de réfléchir à des grandes catégories de la vie, des grandes dynamiques de la vie qu'on peut retrouver aussi dans nos vies à nous. C'est pour ça que je vous disais dans l'analyse de Casino de jamais limiter l'analyse à ne faire que la psychologie d'un personnage, mais de toujours voir ce qu'un personnage incarne comme trait humain général. Et c'est en fait ce qu'on va faire avec, pour clore cette vidéo, un autre extrait, celui du film Le Septième Continent de Michael Haneke, un film qui date de 1989. C'est un des premiers longs métrages de ce fameux cinéaste autrichien qui a une très belle œuvre de cinéma, une œuvre un peu controversée. Hein. C'est le genre de cinéaste très clivant, avec des gens qui adorent vraiment son style et d'autres qui le détestent, parce qu'il a un style souvent très froid, hein, en termes notamment de cadrage, colorimétrie, etc. Et un rapport à ces personnages qui est souvent un rapport assez misanthrope. Et il est très peu en empathie avec les personnages, sa mise en scène semble plutôt les observer de loin, comme on observerait, je ne sais pas, le comportement d'insectes si on faisait une étude scientifique. Donc ça peut être absolument passionnant de visionner ces films, et en même temps ça peut provoquer à certains moments un petit peu de malaise. C'est tout l'intérêt de ce cinéma-là, sur lequel voilà, on peut vraiment se faire sa propre opinion. Il a réalisé des films comme Benny's Video, Funny Games, 71 fragments d'une chronologie du hasard, La pianiste, et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez voir sa filmo sur Wikipédia ou autre. L'importance n'est pas là. Là, l'important c'est que on va être devant. C'est quasiment un début de film en fait. Là, la scène générique est passée. On est à la 4e minute du film. On a juste eu un générique hyper intéressant, mais je vais pas en parler maintenant. Et c'est la première scène qui nous fait vraiment rentrer, je dirais, dans l'univers des personnages du film. Le septième continent, donc, qui est les personnages du film, c'est un homme, une femme et leur enfant. Hein, voilà, donc c'est un couple marié avec un enfant. Euh, le film est adapté enfin, avec une variation en fait autour d'un fait divers sur un couple autrichien qui dans les années 1980 avec un enfant, hein, donc des personnes réelles qui en fait ont détruit tout ce qu'ils possédaient, couple sans histoire, famille sans histoire, et puis un beau jour, coup de folie, ils détruisent tout ce qu'ils possèdent, le couple empoisonne l'enfant et se suicide. Et le septième continent est un film qui il va essayer de raconter l'histoire de ce couple, voilà, simplement en partant de ce fait divers très tragique et très intrigant, en essayant de comprendre peut-être ce qui peut amener des personnes sans histoire, qui mènent une vie sans histoire, à accomplir un geste aussi radical. Et donc, ce que va nous montrer finalement cette ouverture de film à la 4e minute, passer la scène générique qu'on va visionner, c'est un petit matin où on se lève comme d'habitude, comme les autres matins, et où on accomplit tous les gestes quotidiens que tout à chacun d'ailleurs à peu près accomplit un petit peu partout à partir du moment où il rentre dans le règne un peu disciplinaire du travail à horaire fixe et ou de l'école si on est enfant. Et là, donc, ça raconte quelque chose de très banal, de très trivial, j'ai envie de dire, et c'est mis en scène de façon très étonnante, vous allez voir. Là, il y a un choix créatif, un choix de mise en scène et de montage, notamment en termes de position pour la caméra, qui est très net, très marqué, et qui oriente notre expérience de spectateur de façon très particulière. Donc, je vous invite à réfléchir un petit peu là-dessus, tout en visionnant cette séquence. Ah oui, auparavant, j'enlève ma vignette, voilà.
Ce sont des sous-titres en anglais, mais n'ayez pas peur, il n'y a aucun dialogue important ici. Alors, il y a quelques dialogues échangés ou un poste de radio qui s'ouvre, mais voilà, enfin, que vous compreniez ou non, ça n'a pas une très grande importance. C'est essentiellement au niveau, certes sonore, mais au niveau des bruits hein, et au niveau visuel que cette séquence fonctionne. Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Zuerst die Schlagzeilen. Der iranische UNO-Botschafter bezeichnet den Angriff amerikanischer Hubschrauber auf iranische Schnellboote im Golf als Kriegserklärung. Heftige Explosion in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Der Iran dürfte den Raketenbeschuss wieder aufgenommen haben. Parteichef Gorbatschow ist zu einem baldigen Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Kohl bereit. Und nun die Meldungen. USA, Iran, Irak. Der Iran betrachtet den Angriff amerikanischer Hubschrauber auf 3 iranische Schnellboote im Golf als das erklärte der iranische UNO-Botschafter in New York. Er drohte mit Gegenmaßnahmen zu einem geeigneten Zeitpunkt. Unterdessen wurde bekannt, dass die amerikanischen Hubschrauber nicht 3 iranische Boote, sondern nur eine. Im vergangenen Jahr hatte Kohl Gorbatschow verärgert, weil er ihn in einem Atemzug mit Nazi-Propagandaminister Goebbels genannt hatte. Jetzt lobt Gorbatschow. Morgen, mein Schatz. Aufstehen, Evi. Morgen. Mehr um die direkte Mitarbeit der Gewerkschaftsmitglieder bitte. Tatsächlich bekräftigte Neuer das Team bis 1991 generell die 35-Stunden-Woche ein. Los geht in Mitteleuropa hinaus. Das zuletzt wetterbestimmende Tiefdruckgebiet ist nach Osten abgezogen, auf der Rückseite gegen den Alpenraum. Die Wetteraussichten bis heute Abend allgemein mit der Wind bewölkt, vor allem im Hauptkammes und im Osten des Bundesgebietes. Zeitweise lebhaft aufrichtender Wind, aus Nordwest bis Nord, kühler als zuletzt. Tageshöchsttemperatur 5 bis... Zieh die rote Weste an! Ja, genau. Verfehlte der Österreicher Herbert Ratineder den Einzug ins Finale musste sich der Mitfahrtender hier in Richtung mit brandzweigigen Hast du deine Schulsachen schon gepackt? aus Schweden. Mit 2:3 unterlag Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team beim Europacup-Zonenfinale in Kopenhagen gegen Dänemark. Im entscheidenden Einzel verlor Fußballteam aus Olympik 5:6. Dein Bruder kommt heute. Ich weiß. Hilfst du mir beim Einkaufen? Ich hol dich ab. Bringst du mir was mit? Was denn? Was Gutes. Voilà pour cette séquence. Donc on est à la 7e minute du film, on n'a toujours pas vu les visages des personnages. C'est quand même quelque chose d'assez radical hein, en termes de composition. Alors moi je vous propose, pour l'analyse de cette séquence par exemple, encore une fois, de repartir de notre ressenti, de nos observations de base hein, en fait, sur la manière dont la séquence est composée.
propose de partir de deux choses. D'abord, la première, c'est que voilà une séquence qui dure 3 minutes pour nous raconter le lever quotidien d'une famille. Première chose qu'on peut dire, c'est que c'est inhabituellement long au cinéma. En général, quand un film, les films les plus courants, lorsqu'ils veulent raconter ça, ils le racontent en deux plans. On voit le réveil qui sonne, peut-être un plan après avec un personnage sous la douche, et puis un plan après avec un personnage à la table du petit-déj. Mais tout ça se fait en 20 secondes. Et puis ensuite, on démarre avec un dialogue qui rentre directement dans l'intrigue scénaristique du film. Or ici, non seulement les dialogues n'ont aucun intérêt, du point de vue dramaturgique, je veux dire, ils ne portent pas d'enjeu scénaristique important. Là, ce qu'on voit avec les sous-titres, c'est évidemment la radio qui détaille des événements internationaux importants, évidemment, notamment la guerre Iran-Irak à la fin des années 80, qu'on peut voir de façon intéressante, comme une forme de mise un peu en juxtaposition de deux univers complètement différents. L'univers d'un côté de l'intimité d'un couple, voilà, d'une famille bourgeoise occidentale, et puis de l'autre le monde à feu et à sang, vaste monde qui est très très loin. Et d'ailleurs, rien ne dit, il semblerait que personne n'écoute vraiment les informations qu'on entend ici. C'est juste du bruit. Comme est souvent d'ailleurs le son de la radio chez les gens qui écoutent la radio le matin. C'est un élément de pur décor sonore et pas vraiment quelque chose qu'on écoute de manière attentive. Je reviendrai là-dessus après, sur l'idée que ce petit matin est peut-être un petit matin, pas seulement des personnages, mais un petit matin de l'ensemble d'une société, d'une certaine façon. Mais donc voilà, c'est très long, 3 minutes, pour regarder quelqu'un qui fait ses chaussures, pour regarder préparer du café, pour voir quelqu'un mettre ses pantoufles ou mettre du dentifrice sur la brosse à dents. Ou comme ici, quelqu'un nourrir les poissons avec de la petite poudre, et puis juste après, avec un montage intéressant, ici une mise en rapport intéressante, mettre aussi de la petite poudre pour les humains, pour la nourriture des humains, c'est dans la machine à café. Voilà. Il y a une juxtaposition intéressante ici qui est produite par ces deux plans. Mais globalement, 3 minutes pour représenter ça, c'est très inhabituel au cinéma, c'est un choix de composition très fort. Et si on peut avoir un premier réflexe de se dire pourquoi nous montrer ça, ça ne sert à rien, c'est ennuyeux, etc. Si on dit ça, on ne fait qu'exprimer une opinion personnelle, et en l'occurrence, le film, c'est pas à nous de dire ça, en fait. C'est pas à nous de dire que c'est pas intéressant, tout ce que le film nous montre ici. Le film, en fait, veut qu'on s'intéresse à ça. Et peut-être que c'est d'ailleurs une des missions du cinéma, de nous forcer à regarder des choses qu'on ne regarde pas forcément dans la vie quotidienne, enfin, en tout cas des choses auxquelles on ne prête pas vraiment attention, qu'on fait machinalement, comme par exemple tous les objets de notre environnement quotidien qu'on utilise, voilà, mais devant lesquels on ne s'arrête pas pour, je ne sais pas, les penser, ces objets, se dire qu'est-ce que c'est ces objets, qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec ces objets. Peut-être que le cinéma, c'est aussi l'occasion, un film comme Le Septième Continent, de se poser ce genre de questions qu'on ne se pose pas d'habitude. En tout cas, si je veux vraiment décrire l'expérience du film, si je veux analyser le film fidèlement, il ne faut pas juste que je dise ah bah moi ça m'ennuie de voir ça, je préférerais voir de l'action, etc. Non, ça c'est pas intéressant. C'est intéressant que si on vous connaît et que si on est votre ami. Si on est le lecteur de votre analyse, ce qu'on veut savoir exactement, c'est à quelle expérience le film nous convie. Et on peut dire évidemment que ça joue un peu avec les nerfs du spectateur, cette espèce d'attente devant des gestes complètement triviaux du quotidien, évidemment. Et peut-être même, on peut même dire que ça travaille sur l'ennui. Mais il faut reconnaître que le film le fait volontairement. Ce n'est pas un défaut du film, c'est un choix artistique. Et ce choix artistique, il faut qu'on essaye de l'expliquer. Et on peut l'expliquer en disant que, que le film cherche à nous faire voir différemment les objets qui entourent notre routine quotidienne, et notamment notre routine du lever matinal dans les sociétés occidentales. Et en fait, ce que cette séquence nous montre, globalement, ce qu'elle met en avant, ce sont des objets extrêmement triviaux. Un réveil matin, des pantoufles, une poignée de
porte, une brosse à dents, il y a des draps, il y a aucun objet qui a même une valeur en soi. Aucun objet n'est beau, aucun objet n'est un objet de marque. Ce sont vraiment des objets purement fonctionnels, des objets triviaux, et nous sommes conviés à une expérience cinématographique dans laquelle ces objets triviaux, nous sommes amenés à nous y intéresser de plus près que d'habitude, puisque le film est composé, la séquence est composée quasi intégralement en gros plan ou en plan rapproché sur ces objets-là. Et c'est long. On a vraiment le temps de prendre, on a ces 3 minutes de film qui nous permettent de vraiment prendre la mesure de ce que c'est qu'une routine matinale quotidienne. C'est pas juste une information narrative, les personnages se lèvent et voyons ce qui va leur arriver de plus intéressant dans la journée. Ils se lèvent et c'est ça qui leur arrive d'intéressant. C'est cette routine matinale. C'est ça que le film veut nous montrer, c'est ça que le film veut raconter. Donc la première chose, voilà, c'est repérer cette grande longueur que le film accorde à des actions quotidiennes et triviales devant lesquelles, la plupart du temps, les autres films passent très rapidement. L'autre point qui semble très important à souligner, bon, on a déjà un petit peu parlé puisque j'ai parlé des objets, c'est que en fait, l'image, c'est un point lié à la composition de l'image, là, pour le coup. Alors qu'avant, on a vraiment parler d'un point qui concerne essentiellement la temporalité du film. Dans la composition de l'image, eh bien, c'est donc un film, c'est donc une séquence qui est centrée sur des objets, et donc les personnages humains sont relégués sur les bords du cadre ou hors champ. Ils apparaissent un peu, uniquement avec leurs pieds, leurs mains, éventuellement leur buste, etc. Mais en fait, on ne voit pas leur visage, ils ne sont pas individualisés, d'une certaine manière, et ça nous donne l'impression assez troublante qu'au fond, ce qui nous est décrit ici, c'est la vie des objets, et que les êtres humains sont essentiellement là pour provoquer cette vie. Que les êtres humains, c'est pas les objets qui servent aux humains à vivre leur vie, c'est l'inverse, c'est les humains qui servent aux objets à vivre leur vie, puisque ce sont les objets qui sont au centre du cadre et que les humains sont relégués sur les bords du cadre. Alors cette relégation des humains sur les bords du cadre, comme ici par exemple, là je vais vous donner un outil ou concept pour l'analyse de film, on appelle ça dans la théorie du cinéma des décadrages. Ça a été notamment un terme qui a été proposé par Pascal Bonitzer dans un livre qui s'appelle Peinture et cinéma et qui date de 1981. Vous en retrouverez facilement les références si ça vous intéresse, et il appelle décadrage en fait un cadre insolite et frustrant. C'est-à-dire une position pour le cadre de la caméra qui ne donne pas aux spectateurs, ne centre pas les spectateurs de la même manière que dans l'ordinaire des films. Dans l'ordinaire des films, si on filme des scènes de petit déjeuner, on montre les gens qui prennent ce petit déjeuner. C'est ça le plus important, a priori, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est l'inverse. Les gens qui prennent ce petit déjeuner sont relégués sur les bords du cadre ou hors champ, et ce qui est cadré plein champ, ce sont tous les éléments de la table du petit déjeuner, les éléments, les bols, les aliments, pardon, les bols, les assiettes, etc. Et donc là, on peut vraiment, voilà, on parle d'un décadrage parce que c'est un cadre qui nous frustre de nos habitudes de spectateurs, qui fait violence un peu à notre regard d'une certaine façon. On a le réflexe, et c'est un réflexe culturellement construit et tout à fait compréhensible, de vouloir avant tout, puisque faire connaissance avec ces personnages, puisqu'on va nous raconter leur histoire. Mais le film nous prive de ça, il nous frustre de ça, et à la place, donc, il accomplit cette espèce de sarabande de gros plans d'objets triviaux dont on a parlé. Et donc c'est intéressant déjà parce que, comme on l'a dit, ça nous force à regarder ces objets que d'habitude on ne regarde pas, y compris dans nos vies quotidiennes et a fortiori dans les films de fiction, où ces objets ne font que partie du décor. Comme ça nous force à les regarder, ça nous force éventuellement à nous poser des questions sur eux.
à nous dire, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement d'avoir ces objets dans sa vie, de manipuler ces objets. Chacun répondra à cette question comme il le veut, hein. On n'est pas devant un traité philosophique ici, mais simplement, voilà, on posait une question nouvelle qu'on ne se pose pas d'habitude. Et puis, le fait de ne pas montrer les personnages et de se concentrer sur des objets qui sont en plus des objets extrêmement sériels, extrêmement triviaux, ça insiste aussi sur le côté universel de ce qu'on voit là. C'est-à-dire ce parcours matinal, cette routine matinale de ces personnages, c'est la vôtre et la mienne. C'est celle de 80% de la population qui se lève le matin avec le réveil et qui va chaque jour vivre la même routine pour aller au travail ou pour aller à l'école. Alors quand je dis c'est la vôtre et la mienne, en fait je vous souhaite d'y échapper, et être enseignant-chercheur à l'université, ça permet un peu d'y échapper, parce qu'on a des cours à heure fixe, mais globalement on peut quand même fabriquer son emploi du temps comme on veut, il faut beaucoup bosser, mais bon, c'est une des qualités de ce métier. Je referme la parenthèse, et je crois que souvent quand on travaille dans la culture ou dans la création artistique ou audiovisuelle, eh bien, on échappe peut-être justement, c'est un des attraits de ces métiers-là, d'échapper un peu à cette routine, mais on admettra quand même qu'une très grande partie de la population est vraiment concernée par ça, et donc finalement, ce à quoi on assiste ici, c'est à une scène universelle. C'est le lever de ce couple-là avec cet enfant-là, mais qui pourrait être le lever de leurs voisins, qui pourrait être le lever de 60% ou 70% des gens de la ville dans laquelle ils habitent, du pays dans lequel ils vivent, et je dirais même de la société plus largement, de la civilisation dans laquelle ils vivent, de la civilisation moderne occidentale. Et le fait de ne pas voir les personnes, vous me dites, là je pars très loin, hein, évidemment, je monte en généralité, mais le fait de ne pas voir les personnages, hein, ça désindividualise le parcours, ça le rend beaucoup plus universel, hein, d'une certaine façon. Je crois qu'on peut, en tout cas, si on veut soutenir cette idée que le film va vers un discours universel sur la condition humaine dans les sociétés occidentale, eh bien, on peut amener l'élément que justement il ne montre pas les personnages, et que du coup il nous empêche de nous dire que c'est le destin uniquement de ces personnages-là, et il nous force à reconnaître que c'est finalement un destin que nous connaissons tous à un certain niveau. Voilà. Donc une expérience du film, une interprétation du film qui nous amène à reconsidérer notre rapport aux objets, qui nous amène à questionner le rapport aux objets, hein, aux objets du quotidien, qui nous amène aussi à universaliser le parcours des personnages, et qui nous donne donc, et c'est là qu'on peut s'interroger sur le geste créatif, hein, c'est un geste très cruel pour les personnages qui sont vraiment relégués à l'arrière-plan, et ça donne une vision assez cauchemardesque, et c'est là qu'on peut vraiment aussi passer à l'interprétation, une vision d'une froideur et d'un aspect cauchemardesque de la routine matinale. On peut très bien raconter une routine matinale de façon beaucoup plus chaleureuse au cinéma, hein. On peut la montrer comme quelque chose de merveilleux, quelque chose de très harmonieux, etc. Mais là, on a des objets relativement laids, ou en tout cas sans aucune grâce, je dirais. Ils n'ont rien de laid, de particulièrement laid, plutôt ils n'ont aucun attrait particulier, hein, devant lesquels qu'on est obligé de fixer avec une attention butée. Les personnages semblent complètement relégués à l'arrière-plan, ils semblent là pour faire fonctionner les objets plutôt qu'autre chose. Voilà, il y a une vraie violence perceptive qui est faite au spectateur, qui est forcé de regarder ça pendant 3 minutes. C'est ça le projet artistique du film, c'est à ça qu'on doit s'adapter dans le discours d'analyse. Et donc on arrive finalement, et c'est surtout là que je voulais en venir pour clore un peu cette séquence, à un propos presque philosophique sur l'existence humaine dans les sociétés modernes occidentales, que le film nous permet de tenir. Et c'est là qu'on est dans une interprétation qui va un peu au-delà du film, mais qui est permise par le film, par la réflexion que le film ouvre sur au-delà de ce qui arrive à ces personnages, à partir de l'expérience qu'il nous propose, sur finalement la condition humaine en général, hein. Voilà, la routine matinale dans les sociétés modernes, occidentales, disciplinaires. Ça peut être montré de cette façon-là, et ça peut avoir cet aspect un peu effrayant, qui prépare déjà, et c'est là qu'on voit que, alors même qu'il ne se passe rien de spécial dans le scénario, on comprend déjà
à quel point ce qui nous est montré peut amener des gens au suicide. Et ça, c'est très fort, et c'est la mise en scène qui produit ça. Hein. C'est pas du tout le scénario, donc toujours se rappeler quand on fait de l'analyse de film, le scénario, ça compte, évidemment, énormément, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut toujours aller au-delà. C'est le film qu'on analyse, c'est pas le scénario, donc c'est pas juste qui sont les personnages et comment ils dialoguent entre eux ou je ne sais quoi. Hein. C'est vraiment comment sont composées les images et comment elles sont articulées par le montage. Et puis évidemment, on peut rajouter les sons s'il y a besoin. Je m'arrête là pour le 7e continent et pour ce deuxième exemple d'analyse de film. Et je reviens juste un instant sur Que la bête meurt, parce que figurez-vous que dans ma petite analyse, j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'un petit peu plus subtil que ce que je vous ai dit jusqu'à présent sur le film, quelque chose qu'on ne voit pas à la première vision, en tout cas on ne peut pas formuler à la première vision, on le sent à la première vision peut-être, mais on ne peut pas le formuler directement, ça va trop vite, on est trop pris par l'action du film, etc. Donc c'est quelque chose, voilà, plus on voit et on revoit la séquence, et plus on se dit, ah mais tiens, c'est quand même intéressant la manière dont c'est composé, le trajet de cette voiture et le trajet de cet enfant, et je vous montre juste ça, c'est très court. Ça arrive très, très rapidement au début, puisque on est finalement pas seulement en train d'alterner entre le parcours de l'enfant et le parcours de la voiture, on a aussi la façon dont ces parcours sont filmés, indépendamment l'un de l'autre. Et donc vous allez voir que en termes de montage, en termes de mise en scène et de montage, il y a quelque chose de très intéressant ici. C'est que regardez, la voiture, elle va de droite à gauche, hein, d'accord, ici à l'écran. Et dans le plan suivant, qui va retourner sur l'enfant, selon le principe de l'alternance du montage, vous le voyez aller de gauche à droite. Et dans le plan suivant, la voiture continue à aller de droite à gauche. Et vous voyez, ça c'est le genre de petite subtilité. Bon, si on le rate, c'est pas très grave. On peut avoir une très bonne note à l'analyse de cette séquence, par exemple, sans avoir repéré ça, parce que c'est très subtil. Et c'est le genre de petite subtilité de composition, on se dit, ah oui, d'accord, là les concepteurs du film, ils se sont fait plaisir et ils ont vraiment pensé ça. Parce que, même si les spectateurs, ça leur passe, la plupart, ça va leur passer complètement au-dessus, ils vont pas du tout formuler ça. On le sent quand même dans l'alternance des images, qu'il y a un mouvement qui va de droite à gauche et un mouvement qui va de gauche à droite. Et quelque part, ça renforce en nous l'idée que ces deux mouvements vont se rencontrer, vont rentrer en collision. C'est intéressant, voilà, ce type de montage avec deux mouvements contradictoires dans le plan A et dans le plan B. Ça fait partie voilà, des petites subtilités qu'on peut repérer quand on regarde longtemps les séquences, quand on les répète les visionnements, et parfois on a ça, et c'est très beau, c'est très bien composé, et on voit bien que c'est volontaire et voulu dans la composition du film, je crois. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour vous dire ça au sujet de Que la bête meurt. J'ai fini pour cette séquence, enfin cette séance de cours. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour les prochaines.